Lorsque les accusations de meurtre rituel deviennent des idées reçues, il est temps d'arrêter de se demander pourquoi l'antisémitisme se répand. Selon des podcasteurs populaires et même une grande partie de l'establishment politique américain, Israël et les Juifs sont responsables d'entraîner l'Amérique dans la guerre ainsi que du génocide. Ces mensonges ne sont pas tant banalisés qu'ils deviennent des clichés incontestés de la culture populaire. Pourtant, une grande partie du monde juif pense encore qu'en convainquant tout le monde de s'entendre, la montée de l'antisémitisme après le 7 octobre pourrait disparaître. Aujourd'hui, dans Think Twice, nous plongeons en profondeur dans les sources de la montée de la haine des Juifs pour nous demander pourquoi tant de personnes qui prétendent vouloir agir contre cela, ainsi que les organisations chargées de défendre les Juifs, échouent. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Face à l'antisémitisme croissant à gauche comme à droite, il est temps que les Juifs cessent d'expliquer aux antisémites leurs erreurs. La banalisation des préjugés contre les Juifs à gauche est devenue courante, sous couvert de critiques d'Israël ou d'opposition au sionisme. Le système éducatif des écoles primaires et secondaires aux universités et autres établissements d'enseignement supérieur a été largement pris en main par les progressistes qui ont contribué à diffuser des théories gauchistes toxiques sur la race, qualifiant les Juifs et les Israéliens d'oppresseurs blancs. Leur emprise sur la culture populaire est tout aussi forte. Pendant ce temps, des Juifs antisionistes attaquent une communauté juive déconcertée depuis leur position dans les grands médias libéraux qui ont banalisé la montée de l'antisémitisme après le 7 octobre. En même temps, une minorité bruyante à l'extrême droite diffuse des accusations de meurtre rituel et des théories du complot tout aussi ignobles visant à diaboliser Israël, son premier ministre et tous les soutiens de l'État juif, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Pourtant, la réaction de la majorité de la communauté juive organisée reste largement confuse, et leurs efforts pour contrer ces tendances demeurent inefficaces, voire contre-productifs. Comment les Juifs et leurs alliés devraient-ils réagir à cette crise? Comment peuvent-ils reconquérir le monde universitaire et reprendre le contrôle des écoles? Et comment peut-on reconstruire dans ces circonstances un consensus bipartite contre l'antisémitisme et en faveur d'Israël? Une personne qui tente de renverser cette situation est Nia Lecht, une éminente éducatrice juive, et nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui. Nia Lecht est née dans l'ancienne Union soviétique et a immigré aux États-Unis avec sa famille en 1989. C'est une chercheuse et une éducatrice, spécialisée dans l'histoire juive, la littérature russe et l'antisémitisme contemporain. Elle a obtenu son doctorat à l'USCLA en se concentrant sur la répression soviétique de la mémoire de la Shoah et de l'identité juive. Elle est la cofondatrice de la Stop Anti-Zionism Initiative et anime le podcast Don't Know Much About. Elle a beaucoup écrit sur l'antisionisme dans JNS, le Jewish Journal, Tablet Magazine, le Wall Street Journal et le New York Post. Nia Lecht, bienvenue dans Think Twice. Merci beaucoup, je suis honorée de vous rejoindre aujourd'hui. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous demander ce que vous pensez être la chose la plus importante que la majorité du monde juif ne comprend pas à propos de la montée de l'antisémitisme après le 7 octobre. Sommes-nous trop nombreux, surtout au sein de la principale organisation juive, à rester bloqués dans un certain état d'esprit qui pense que la haine des Juifs se surmonte par de meilleures relations communautaires ou plus de dialogue interreligieux, plutôt qu'en s'attaquant aux idées à la base des mouvements, à gauche comme à droite, qui diabolisent les Juifs? D'accord, excellente question. Permettez-moi de prendre un peu de recul et de dire que même si la montée de l'antisionisme après le 7 octobre est énorme, ce n'est pas une histoire du 7 ou du 8 octobre. Dans mes propres recherches, dans mes propres écrits, j'ai observé la prolifération de l'antisémitisme à partir de l'année 2000-2001 et cela s'est manifesté sous la forme de l'antisionisme. Et la raison pour laquelle je situe cela au début des années 2000, c'est qu'il y a eu ces trois événements mondiaux, la conférence de Durban, le 11 septembre et la deuxième intifada. Et ils ont vraiment offert une occasion parfaite, un catalyseur pour introduire en Occident une idéologie qui avait été véritablement élaborée et façonnée par les Soviétiques.
Et malheureusement, la communauté juive était très mal préparée, très mal équipée pour comprendre ce qu'était l'antisionisme. À ce jour, il n'existe aucune organisation juive, aucune grande organisation historique qui mène une véritable campagne contre l'antisionisme. L'antisionisme est aujourd'hui la forme la plus meurtrière de la haine des Juifs. Et vous savez, dans mes propres recherches, comme je le répète souvent, en regardant comment les organisations juives ont réagi à l'antisionisme, souvent, dans le meilleur des cas, le mieux qu'elles fassent, c'est de dire des choses comme « Eh bien, l'antisionisme peut franchir la ligne et devenir de l'antisémitisme lorsqu'il diabolise Israël. » Mais c'est exactement ce qu'est l'antisionisme. C'est un projet de diabolisation. C'est exactement ce qu'est l'antisionisme. Donc, notre communauté juive, nos organisations historiques, ce n'est pas une histoire du 7 octobre. En réalité, cela fait au moins 2 décennies, voire plus, qu'elles sont restées mal préparées, réticentes et enfermées, comme tu l'as dit, dans un cadre de référence qui ne les prépare pas à faire face à cette menace idéologique. C'est une prise de contrôle idéologique de nos institutions. Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci de mettre un j'aime et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. De plus, en plus de Think Twice, il existe le podcast Jonathan Tobin Daily, où je partage avec vous davantage d'actualités et d'analyses sur les questions les plus importantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le nom Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Et maintenant, retour à l'émission d'aujourd'hui. Oui, c'est un excellent point. Est-ce une erreur de passer autant de temps à débattre avec les antisionistes et les détracteurs d'Israël? Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de les réfuter, et ils ont aussi envie de débattre avec eux. Est-ce que c'est quelque chose que nous devrions faire, même si c'est important de rétablir la vérité? Écoutez, j'ai 2 points de vue ici. Je crois que la vérité est toujours très importante et nous, en tant qu'humanité, devrions toujours rechercher la vérité et réfuter les mensonges. Une chose que je comprends de l'antisionisme, c'est qu'il a été créé dans un état de propagande et relève donc non pas de la mésinformation, mais de la désinformation, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas corriger une calomnie antisioniste. Permettez-moi de vous donner un exemple d'une époque antérieure de la haine des Juifs, le mythe du meurtre rituel. Pour vos auditeurs, très rapidement, le mythe du meurtre rituel est l'idée que les Juifs utilisent essentiellement du sang chrétien pour faire de la matzah et qu'ils sont assoiffés de sang. Il n'y a aucune raison de débattre d'une accusation de meurtre rituel parce que c'est une idée conspirationniste. C'est essentiellement vrai, donc il n'y a rien à débattre. Nous n'avons pas le recul historique nécessaire, comme pour l'époque médiévale du meurtre rituel, pour affirmer que c'est le mythe du meurtre rituel. Je ne vais même pas corriger cette information ou je vais la traiter comme de la mésinformation. Nous comprenons cela comme une désinformation totale. Il faut appliquer la même chose aux accusations et calomnies antisionistes. Elles fonctionnent de manière très similaire à l'accusation de crime rituel, à l'accusation de déicide, et elles opèrent largement de la même façon. La raison pour laquelle les calomnies ont autant de succès, c'est qu'elles sont en quelque sorte enracinées dans une part de vérité, puis déformées. Parce que si vous considérez, par exemple, l'accusation de déicide, Judas a effectivement trahi le Christ. Donc, on peut ensuite généraliser cela à tout le peuple juif, n'est-ce pas? C'est pourquoi, par exemple, l'accusation de génocide, cette calomnie aujourd'hui, est si difficile, si résistante à être réfutée. C'est parce que, regardez, si vous examinez la guerre récente entre Israël et le Hamas, beaucoup plus de personnes sont mortes à Gaza. Donc, on peut se permettre de porter cette accusation. Je travaille dans l'éducation et demande souvent aux élèves « Qu'est-ce qu'un génocide ?» Les gens pensent que c'est lorsqu'il y a de nombreux meurtres. Donc, on peut s'en sortir comme ça. Donc non, il n'y a aucune raison de débattre avec ces antisionistes. En même temps, comme je l'ai dit, j'ai 2 points de vue. Je crois vraiment que la vérité est très importante et qu'il ne faudrait pas renoncer à l'idée que nous devons nous efforcer de dire la vérité. Mais en même temps, il faut comprendre que ces calomnies ne réagissent pas aux corrections. Elles ne réagissent pas aux corrections factuelles. À quoi vont-elles réagir? Aux limites.
Vous dites, comme vous le feriez avec une accusation de meurtre rituel, vous la nommez et vous posez une limite. Oui, c'est une façon intéressante de voir les choses. Je pense que la tentation de se lancer dans la réfutation, par exemple, du mensonge sur le génocide est presque irrésistible pour la plupart des gens dans le monde juif qui se soucient d'Israël. Et pourtant, c'est en quelque sorte une impasse. Vous n'allez pas convaincre des gens comme Dave Smith ou Hassan Powell. Oui, Hassan Pikachu, tu sais qu'ils ont tort. C'est parce que leur position n'est pas basée sur la raison ou les faits. Et pourtant, tu sais, la réaction de beaucoup de nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de JNS, c'est qu'il faut qu'on réponde à ça. Tu sais, donne-nous les arguments pour riposter. Alors, tu sais, où est-ce qu'on en est? Comment on s'y prend? Quelle est la logique à adopter pour gérer ce problème? Eh bien, je vais te dire une chose. Dreyfus est arrivé à son procès avec des faits et des preuves. Il est arrivé à son procès avec tous les faits de son côté. Et il avait toutes les preuves, mais c'était un tribunal truqué. C'était un simulacre de justice. Nous savons que les faits sont de notre côté. Je fais ce travail depuis au moins 2 décennies, depuis mes années d'études de premier et deuxième cycle. Et j'ai essentiellement raconté notre histoire, n'est-ce pas? J'essaie de démystifier cela en pensant que les gens sont mal informés. Ils sont mal informés. Et j'ai constaté que malheureusement, cela ne fonctionne tout simplement pas. C'est une guerre de propagande. Avec la guerre de propagande, cela ne répond pas bien à «laissez-moi vous faire parcourir l'histoire du peuple juif. Laissez-moi vous dire que nous sommes vraiment autochtones. Nous ne sommes pas vraiment blancs. Je vais expliquer la définition du génocide, inventé après la Seconde Guerre mondiale, où l'intention politique est importante. Les gens, c'est aussi un témoignage de la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons. La capacité d'attention est, vous savez, très très courte, très très limitée. Les gens manquent de temps et n'écoutent plus. C'est l'ère des slogans. J'ai 2 avis, mais préserver la vérité reste essentiel. Par exemple, le travail de Natasha Hasdorf, que je respecte beaucoup, elle œuvre, vous savez, à faire connaître la vérité sur la Judée-Samarie, la vérité sur le droit international et l'application du droit international. Son travail est très important. Cependant, pour ceux qui mènent ce combat en ce moment, comme moi, comme beaucoup d'étudiants juifs sur les campus universitaires, s'asseoir là avec une table sur laquelle il est écrit «Voilà à quoi ressemble un sioniste» attire l'attention sur nous. Nous sommes constamment, je le dis toujours, nous sommes constamment en train de nous justifier, de prouver qu'Israël a le droit d'exister. Ça aussi, il faut y mettre fin, non? Cette idée qu'on doit sans cesse parler de la légitimité d'Israël. Pourquoi? Pourquoi? Donc, pour répondre à votre question, encore une fois, je continue de dire que j'ai ces 2 façons de penser. Il est très important de préserver la vérité. Il est très important de documenter et d'avoir des archives. Mais il faut comprendre que dans une guerre de récits, et c'est bien une guerre de récits, c'est de la propagande. Et peut-être que je le sais parce que je viens de l'ex-Union soviétique. Mes parents ont vécu l'antisionisme soviétique. Ils ont compris, ils l'ont tout de suite senti. Vous savez, ma mère dit que les Américains, parce qu'ils vivent dans une société libre, n'ont pas développé ce sens de la méfiance. Ils sont très vulnérables. Alors que le citoyen soviétique recevait chaque matin la Pravda. Ils ont appris l'art de lire entre les lignes. C'est en fait une pensée grossière et critique. C'est vrai, absolument. Et je pense que non, ce qui est intéressant, c'est qu'aucun juif soviétique russe n'est tombé dans le piège de ces calomnies et mensonges. Ils ne l'ont tout simplement pas fait. Ils comprenaient car ils vivaient dans un État fondé sur la propagande. C'est très différent ici. Les gens, surtout les jeunes juifs, sont tellement vulnérables à ces récits. Il y a en quelque sorte une approche à 2 volets. La première chose, c'est qu'il faut absolument éduquer les jeunes, leur donner la vérité, les faits. Mais il faut comprendre que dans la guerre elle-même, sur le front du récit, se tenir là et dire qu'Israël a le droit d'exister, c'est être sur la défensive. Vous ne retournez jamais la situation et vous devez toujours vous justifier. Vous avez beaucoup écrit sur l'effort de présenter l'antisionisme comme quelque chose de distinct de l'antisémitisme, alors que ce n'est clairement pas le cas.
Pourquoi tant de membres de la communauté juive, ainsi que des médias et du monde universitaire, ont-ils du mal à voir qu'il s'agit des deux faces d'une même pièce? Si vous refusez aux Juifs des droits que vous n'enlevez à personne d'autre, ce qui est précisément ce qu'est l'antisionisme, c'est clairement de la discrimination. Pourquoi est-ce que c'est... Vous savez, ça me paraît très simple, et c'est comme ça que j'essaye de l'expliquer. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à faire accepter? Je pense que c'est difficile à faire accepter car les Juifs américains n'ont qu'un seul modèle pour comprendre la haine des Juifs, la Shoah. Vous savez, je crois que Joël Kellner appelle ça un échantillon d'un seul cas. Il a écrit un essai dans la revue Source intitulé L'antisionisme américain et il a identifié ce qu'il appelle le problème de l'échantillon d'un seul cas. C'est-à-dire que la façon dont les Juifs américains conceptualisent l'antisémitisme en général, c'est à travers le prisme de la Shoah. Et quand on regarde la Shoah, il s'agit d'exclusion, de la désignation de boucs émissaires, d'infériorité raciale et de l'idée que les Juifs contrôlent le monde. Les croix gammées sont mauvaises, Heil Hitler est mauvais. Ils sont très bien préparés à dénoncer cela. Mais voyez-vous, l'antisionisme ne prend pas la même forme. Nous savons que c'est un virus qui mute. Robert Wistrich l'a dit, le grand historien de l'antisémitisme. Et le grand rabbin Jonathan Sachs a aussi parlé du fait que c'est une haine très complexe. Elle a la capacité de muter. J'ai développé ce qu'on appelle le cadre des trois époques, qui est le suivant. Expliquez cela. Oui, donc en gros, la haine des Juifs peut être comprise comme trois époques distinctes, l'anti-judaïsme, l'antisémitisme et l'antisionisme. Elles font toutes partie d'un projet de diabolisation. Et c'est ça, comment diabolise-t-on un peuple? Ce ne sont pas les Juifs qui changent, c'est la morale, ce que la société considère comme morale, qui évolue constamment. Et nous sommes constamment placés, nous sommes présentés comme des transgressrices de la morale. Donc, à l'époque de l'antijudaïsme, la juive était présentée comme une méchante, une ennemie du Christ, parce que le christianisme était ce qui dominait moralement. Le monde a connu un changement moral à l'époque de l'antisémitisme après les Lumières. La moralité, bien que cela nous semble étrange aujourd'hui, était perçue à travers la science raciale et classifier les humains par race était jugé progressiste. Ainsi, le juif s'est retrouvé une fois de plus dans le rôle du méchant, cette fois en violant la pureté de la race. Eh bien, il a fallu une catastrophe massive, la Shoah, pour forcer une sorte de réalignement moral. Et après la Shoah, une nouvelle morale a émergé, la consécration des droits de l'homme. Alors comment viole-t-on les droits de l'homme? Génocide, apartheid, colonialisme. Et c'est là que le juif, dans son rapport à Israël, se retrouve aujourd'hui. Et la raison pour laquelle beaucoup ont du mal à le dénoncer, c'est que la grille d'interprétation de l'antisémitisme les a en quelque sorte retenus. Parce qu'ils ne comprennent qu'un seul exemple qui est celui de la deuxième ère, l'antisémitisme. Ils diront « Oh d'accord, si un juif est représenté avec un grand nez, si un juif est représenté comme de la vermine ou une araignée, nous savons que c'est de l'antisémitisme. » Ils ne savent pas quoi faire quand Israël est représenté comme un démon. Quel est le démon d'aujourd'hui? Suprématie blanche, racisme, nazisme, fascisme, apartheid. C'est notre devoir, en tant que Juifs, de comprendre que nous devons opérer un changement de paradigme dans notre façon de comprendre la haine des Juifs. Vous avez fait un travail important en examinant l'origine soviétique des idées, du langage et des tactiques de la campagne antisémite contemporaine qui se déroule dans le milieu universitaire et ailleurs. Pouvez-vous nous expliquer comment, près de 4 décennies après la chute du mur de Berlin, l'héritage soviétique de l'antisémitisme et de l'antisionisme a non seulement survécu, mais prospéré? Et vous savez, c'est encore plus largement accepté qu'il ne l'était dans les années 1970 lorsque la campagne « Le sionisme, c'est du racisme » menée par les soviétiques à l'ONU a eu lieu. C'est une question intéressante. Je rédige justement un article sur ce que vous venez de demander, à savoir ce qui s'est produit lors de l'exportation vers l'Occident. Une chose que je voulais commencer par dire, c'est que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, les jambes fantômes de l'antisionisme se sont effondrées avec elle. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous montre que cela n'a été utilisé que parce que c'était utile. Et je pense qu'Isabella Toborowski souligne très bien ce point. Pourquoi les Soviétiques ont-ils consacré autant de temps, de ressources et d'énergie à l'antisionisme? Parce que cela fonctionnait pour eux. Cela fonctionnait pour eux. C'était une diversion.
C'était un moyen de lutter contre les Américains et l'Occident pendant la guerre froide. Lorsque cela a cessé de fonctionner pour eux, ils n'en ont tout simplement plus eu besoin. Et, par exemple, juste avant le coup d'État, Gorbatchev a commencé à essayer d'avoir un rapprochement avec Israël. Ce qui nous indique qu'à la toute fin de l'Union soviétique, il y avait des tentatives d'améliorer les relations avec Israël, parce que cela ne fonctionnait déjà plus pour eux. Ce n'est pas pareil en Occident. Et ce qui est intéressant, c'est que dans mes recherches actuelles, j'examine ce que pensait le citoyen soviétique moyen de l'antisionisme, qu'il soit juif ou non juif. Ce qui est intéressant, c'est que cela rejoint ce que ma mère a dit. Le citoyen soviétique moyen interprétait tout ce qui venait de l'État comme une sorte de bouillie idéologique, si vous voulez, et n'y consacrait pas beaucoup de temps. Vous ne verriez pas un citoyen soviétique courir après un juif en criant « Palestine libre ». Cela n'est pas arrivé en Union soviétique. Ils n'avaient pas cela. Ce n'est pas devenu une cause vertueuse, mais c'est le cas en Occident. Il y a quelque chose de différent ici. En Occident, quand cela est arrivé ici, ce n'est pas seulement de la propagande, c'est devenu une véritable conviction. Je soutiens que c'est en fait plus dangereux en Occident, que ça ne l'a jamais été en Union soviétique, parce que le citoyen soviétique comprenait ce qu'était la propagande. Oui, il y avait des antisémites en Union soviétique. Mon père s'est aussi fait tabasser. Mon frère a été traité de youpin, excusez-moi pour le mot, en Union soviétique. C'était courant. On appelait ça l'antisémitisme de rue en Union soviétique. Mais aucun citoyen soviétique ne se serait vraiment tenu là à crier « Israël est un État sioniste fasciste ». Tout cela venait de la propagande d'État. Ici, en Occident, il y a des gens volontaires, des gens qui sont prêts à s'engager. C'est une cause vertueuse. C'est maintenant devenu une croyance fabriquée. Ce n'était jamais comme ça en Union soviétique. Alors pourquoi? Pourquoi ça? Que se passe-t-il en Amérique? Et je pense que c'est une question de timing parfait, vraiment. C'est aussi simple que ça. Je pense que lorsque l'antisionisme est arrivé aux États-Unis, c'était dans les années 60 et 70. Et si vous pensez aux années 60 et 70 aux États-Unis d'Amérique, c'est l'époque du mouvement des droits civiques, du mouvement contre la guerre. Et j'utilise souvent l'analogie d'un tireur d'élite. Vous savez, un tireur d'élite fixe son regard sur une cible de façon très très précise. Mais ce qui se trouve en dehors de la cible n'est pas aussi net. Alors les Américains ont commencé à entraîner leur regard à chercher le racisme, à chercher l'injustice. Et l'antisionisme est simplement entré dans ce champ de vision et s'est retrouvé directement dans la ligne de mire. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens pensent que l'antisionisme est de l'antiracisme, parce qu'il est arrivé à ce moment-là. Sous la forme de, je suppose, vous savez, nous devons l'aborder dans le projet progressiste. Absolument. Toute une série de théories toxiques, vous savez, la théorie critique de la race, l'intersectionnalité, le colonialisme de peuplement, vous voyez, qui sont devenus l'orthodoxie. Dans tout le système éducatif, pas seulement dans les universités, mais aussi de la maternelle à la terminale, l'influence est là également. C'est vraiment un produit. Les Américains en débattent souvent dans un contexte très différent. Mais l'antisionisme, l'antisémitisme, parce que les Juifs sont étiquetés comme des oppressés blancs ou que les Juifs et les Israéliens sont étiquetés comme des oppresseurs blancs, c'est intégré dans toute cette mentalité, n'est-ce pas? Je dirais aussi que, vous savez, pour revenir à l'Union soviétique, ils étaient assez mauvais pour gérer leur propre État, mais ils étaient vraiment des maîtres dans l'art de fabriquer des récits et de la propagande. Mais une chose qu'ils comprenaient très bien, c'est que l'institution de l'enseignement supérieur, l'académie, est une institution très importante si l'on parvient à s'en emparer, parce que c'est là que se fabrique le savoir. Donc, par exemple, encore une fois, pour revenir au travail d'Isabella Toborowski, elle parle du domaine pseudo-scientifique qu'ils ont créé, la sionologie. Ils ont créé tout un domaine dans l'académie, tout un champ d'études. Aujourd'hui, en Occident, les universités sont ces centres de production de savoir et elles sont vraiment dominées par cet antisionisme. Et elles fonctionnent à bien des égards comme une sorte de régime totalitaire. Nous vivons dans un monde occidental libre, mais à l'université règne une orthodoxie. On ne peut pas exprimer un désaccord ou avoir un point de vue différent. Il existe une culture de l'annulation. C'est un phénomène très étrange et l'antisionisme se développe vraiment et prospère dans ce contexte.
Donc, c'est un autre élément du puzzle pour comprendre comment cela est devenu si efficace. Cela a précisément captivé l'esprit des jeunes dans les universités. Et maintenant, bien sûr, de la maternelle à la terminale également. Oui. Pendant la majeure partie du dernier demi-siècle ou plus, les Juifs ont consacré d'énormes ressources à la commémoration et à l'enseignement de la Shoah. Pourtant, la haine des Juifs n'a pas simplement survécu en Occident, supposément éclairé et éduqué, mais elle a prospéré comme jamais auparavant de mémoire d'homme. Alors la question est, qu'avons-nous mal fait dans notre manière d'honorer la Shoah, au point que cela ne semble pas vraiment avoir permis d'arrêter l'antisémitisme, qui est au cœur même de la Shoah? Eh bien, j'ai écrit un article à ce sujet. Je crois vraiment que la façon dont nous enseignons la Shoah est mauvaise. Nous l'avons universalisée. Et je comprends, d'une certaine manière, je comprends l'impulsion de le faire parce que la juive veut être acceptée. La juive veut que le récit soit en quelque sorte assimilé par le monde extérieur. Alors ils disent, d'accord, l'histoire de la Shoah est une histoire d'intolérance, de fanatisme et de haine, c'est catégorie universelle. Ce n'est pas vraiment l'histoire de la Shoah, qui ne débute pas en 1933 avec l'arrivée de Hitler au pouvoir. Vous savez, quand je regarde l'enseignement de la Shoah et la façon dont les écoles l'abordent, moi-même en grandissant, je n'avais même pas idée qu'avant la Shoah, il y avait toute une histoire d'antisémitisme en Europe, n'est-ce pas? Que cela pouvait exister. Cela s'est produit précisément en Europe à cause du terrain fertile. Un millénaire de haine des Juifs. L'autre problème, c'est que le danger de l'universalisation de la Shoah, c'est qu'aujourd'hui, Anne Frank est devenue un symbole. Elle porte, je ne sais pas si vous avez vu ça souvent, les gens mettent un kéfier à Anne Frank. C'est pour ça qu'on a la déformation de la Shoah, l'inversion de la Shoah. Nous l'avons en quelque sorte créé en universalisant, en disant « Voilà, vous pouvez utiliser ce récit. Ce récit de la Shoah peut s'appliquer à n'importe qui, mais ce n'est pas le cas. C'est particulier et nous sommes un peuple particulier. Il y a une résistance à cela. C'est la première chose. Un autre problème que j'identifie dans le domaine de l'éducation, c'est que nous avons enseigné que le pouvoir est mauvais, que le monde devrait être divisé entre les puissants et les impuissants, les oppresseurs et les opprimés. Les nazis étaient puissants, les juifs impuissants, mais ce sont aussi des puissants qui ont mis fin au nazisme. Donc, nous devons aussi réhabiliter la vertu du pouvoir. Il y a de la vertu dans le pouvoir. Et Israël est l'exemple d'un État puissant qui est aussi un État éthique. Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Et la volonté d'universaliser et je pense qu'en partie, c'était une impulsion louable. Comment apprendre de cela pour corriger l'injustice? Mais la peur, comme un érudit me l'a un jour décrite, que la Shoah soit abandonnée dans l'histoire. Et donc, le fait qu'elle ne puisse rien affecter d'autre a mené à cette situation, où cela s'est retourné contre les Juifs, ce qui est un trope classique de l'antisémitisme, accuser les Juifs de ce que les antisémites voulaient leur faire. Oui, et je vais aussi ajouter une chose de plus à laquelle je pense en même temps que vous et à laquelle j'ai aussi réfléchi, c'est comment présentons-nous l'histoire de la Shoah à nos jeunes? Souvent, nous faisons venir des survivants. Et sachez que j'ai le plus grand respect et je les trouve très importants. Mon grand-père a survécu à la Shoah. Mais si vous regardez un peu la trajectoire, l'arc narratif qui est généralement présenté aux élèves, c'est « je suis né en telle ou telle année, puis je me suis retrouvé dans un ghetto. Et toute ma famille, c'est ce qui est arrivé à toute ma famille. » D'accord, mais qu'est-ce qui manque à ce point? Et quand je parle à mes propres élèves et à mon propre fils qui vient d'avoir un programme sur la Shoah dans son école, je leur demande « Mais comment monsieur Untel s'est-il retrouvé à Babillard? Ou comment se sont-ils retrouvés à Sobibor ?» C'est justement la pièce essentielle qui manque, les tactiques de diabolisation. C'est exactement cela, nous sommes aujourd'hui dans le cycle de la diabolisation à l'ère antisioniste. Mais la façon dont on enseigne la Shoah, on passe un peu sous silence la partie la plus importante. D'accord, il arrive au pouvoir en 1933. Le meurtre systématique des Juifs commence en 1941. Que se passe-t-il pendant ces 8 années? C'est vraiment ça qui manque.
en profondeur comment les gens en viennent-ils à diaboliser un autre groupe de personnes, et plus précisément, comment en viennent-ils à diaboliser les Juifs. Cela manque aussi dans la façon dont nous enseignons la Shoah. Nous racontons souvent ces histoires parce qu'elles sont chargées d'émotions. Et bien sûr, ça fonctionne. Et on ne peut pas dire à un survivant de la Shoah, « S'il vous plaît, dites ceci, cela ». On ne peut pas leur écrire un scénario. Bien sûr. Mais c'est là que les éducateurs doivent vraiment intervenir et faire leur travail essentiel en aidant les élèves à comprendre la diabolisation. Parce que dans mon cadre des 3 époques, qu'il s'agisse de l'antijudaïsme, de l'antisémitisme ou de l'antisionisme, ce qui unit les 3, c'est que la haine des Juifs est en réalité un projet de diabolisation. Et en gros, on prend ce qui est moral et on dit que le Juif viole cette moralité. C'est vraiment le cœur du problème. Et les calomnies, chaque époque a ses propres calomnies spécifiques qui sont utilisées pour diaboliser les Juifs. Elles sont vraiment le vecteur de la diabolisation. Oui, cela soulève une question importante, à laquelle il n'y a pas de réponse facile. Comment alors aborder toute la question de l'enseignement de la Shoah? Puisque nous avons clairement échoué, vous savez, en tant que communauté, je pense que nous avons en grande partie échoué à cause de sa universalisation. Vous ne souhaitez pas accorder moins d'attention ni de ressources à la commémoration de la Shoah. Mais, vous savez, si nous le faisons mal, comment pouvons-nous faire demi-tour pour bien le faire? Surtout après le 7 octobre, quand vous savez si une grande partie de l'attention, je veux dire, une grande partie de ce que le monde non-juif connaît. Ce que le monde non-juif sait des Juifs est tellement centré sur la Shoah que cela l'a laissé mal préparé à comprendre la continuité entre la haine des Juifs du passé et celle du présent. Oui, c'est une question très importante. Il y a environ 1 an, j'ai participé à une table ronde sur l'exposition Anne Frank ici à New York, au Centre pour l'histoire juive. Et l'un des intervenants était très enthousiaste et a dit « Vous savez, le journal d'Anne Frank a été traduit dans plus de 70 langues. Pouvez-vous imaginer quel fait incroyable, ont dit les intervenants, qu'une fille en Thaïlande puisse lire l'histoire d'Anne Frank ?» Et j'ai réagi à cela. J'ai dit « Mais pourquoi ? Pourquoi cette personne en Thaïlande, pourquoi sa seule interaction avec une histoire juive devrait-elle être celle d'une juive qui meurt? Je veux dire, c'est un peu l'idée de Dara Horn, non? Les gens aiment les Juifs morts, ouais. Pourquoi cette personne en Thaïlande ne pourrait-elle pas étudier Bar Kokhba? Donc c'est aussi assez intriguant. Et j'ai envie de réfléchir à cette idée. Pourquoi est-ce que c'est le seul paradigme, la seule histoire que le non-juif a à propos du juif, n'est-ce pas? Eh bien, c'est important, bien sûr. Tu sais que dans la culture d'aujourd'hui, être une victime, tu sais, te donne un capital que ça ne donnait peut-être pas dans le passé. Tout le monde veut être une victime. Tout le monde veut ça. Et je pense que les Juifs s'accrochent à ça. De la même façon, tu sais, il y a des Juifs qui, tu sais, réagissent à la discrimination contre eux, qui découlent de ces théories gauchistes toxiques dont on a parlé avant, comme la DEI, en disant « Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas être inclus dedans ?» Mais bien sûr, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Absolument, absolument pas. Et je m'oppose toujours à ça. Je dis toujours, si tu penses que la solution, c'est qu'on doit être inclus dans la DEI, tu te trompes. Et c'est ça, le problème. L'antisémitisme ou haine des Juifs agit comme une alarme. Le fait que les Juifs ne soient pas inclus dans la DEI, le problème n'est pas que les Juifs soient inclus. En réalité, le problème vient du cadre même de la DEI. Et l'antisémitisme en est le signal. Voilà ce qui se passe au sein des civilisations. Ce n'est pas seulement mon idée. L'antisémitisme est un signal, c'est une alerte indiquant que le corps hôte, la civilisation, est malade. Oui, elle est malade. Je ne suis pas contre l'enseignement de la Shoah, mais tu as demandé comment bien le faire. Et je veux dire, je pourrais dire ce qu'on ne doit pas faire, mais je pense que ce qu'on ne devrait surtout pas faire, c'est le traiter comme un événement unique qui a un début et une fin. Non, ça fait partie de la grande histoire juive. Si les Juifs sont définis uniquement par la Shoah, Par exemple, les personnes qui parlent yiddish appellent la Shoah un urban. Urban signifie destruction. Pourquoi ont-ils utilisé ce mot? Parce qu'en fait, ils font référence au premier urban, qui était la destruction du second temple. Pour les Juifs, la façon dont ils se souviennent des traumatismes, ils ne sont pas obsédés par la Shoah.
Ils regardent un peu ce à quoi Salobaron s'opposait, c'est-à-dire ce récit larmoyant de l'histoire juive. C'est, à bien des égards, un récit larmoyant. Je voudrais aussi nuancer ce que vous avez dit, mais peut-être vous ai-je mal comprise. Oui, vous avez raison, il y a un avantage à être une victime. Mais en fait, je pense que les Juifs, l'une des raisons pour lesquelles ils suscitent autant de ressentiment, c'est que nous ne faisons pas que survivre, nous prospérons. Bien sûr. Nous ne restons pas assis à nous complaire dans notre statut de victime. Et je pense que c'est une chose terrible. Je pense que c'est ce qu'est Israël. Israël ne se complaît pas dans son histoire de victime. Il se complaît dans l'histoire de la réussite. Et c'est difficile, peut-être que le monde n'est pas prêt. J'ai eu une étudiante une fois qui a dit « Je pense que le monde n'est pas prêt pour Israël ». Et j'ai dit « Que veux-tu dire? Pourquoi le monde ne serait-il pas prêt pour Israël ?» Et l'étudiante m'a dit « Parce que le monde aime vraiment les victimes et qu'Israël transcende cela. Israël ne veut pas être une victime. » J'ai trouvé que c'était une remarque vraiment perspicace. Je pense que c'est en partie pourquoi, vous savez, mes étudiantes me demandent souvent « Pourquoi y a-t-il de l'antisémitisme? Pourquoi détestent-ils les Juifs ?» Vous savez, c'est aussi simple que ça. Le peuple juif, nous sommes, vous savez, nous sommes un peuple à part. Am Kadosh est souvent appelé un peuple saint, mais Kadosh signifie aussi séparé, n'est-ce pas? Havdalat, séparé. Nous sommes un peuple à part. Nous ne sommes pas censés correspondre au paradigme qui fonctionne pour d'autres minorités. Israélais, vous savez, nous voulons être traités comme toutes les autres nations, ce que nous souhaitons, mais nous sommes un peuple différent. Et peut-être que le monde n'est pas prêt pour cela. Peut-être que le monde veut se complaire dans la victimisation en ce moment. Oui. Comment les parents et étudiants juifs peuvent-ils mieux résister à l'idée reçue selon laquelle le sionisme serait raciste et Israël une nation d'oppresseurs blancs? Vous savez, c'est bien pour nous d'examiner ces questions avec du recul, depuis, disons, 30 000 pieds d'altitude. Mais pour les enfants dans les écoles, pour leurs parents, c'est une question de survie au quotidien. Et comment faire face aux enseignants ou aux autres élèves qui banalisent ces stéréotypes? Vous savez, Jonathan, je reçois chaque semaine des appels de parents qui me supplient de parler à leurs enfants qu'ils ont perdus à cause de l'antisionisme. Pouvez-vous parler à ma fille? Pouvez-vous parler à mon fils? Et bien sûr, je suis prête à le faire. Je dois vous avouer que je repense à tout ça et je me demande pourquoi je suis comme je suis, comment j'en suis arrivée à mes idées. Et je dois dire que déléguer l'éducation aux écoles et penser que ce sont elles qui vont tout faire n'est pas juste. Je pense que nous, en tant que parents, avons beaucoup de pouvoir. Je repense à la personne que j'étais, j'aimerais partager une histoire. Quand nous sommes arrivés de l'Union soviétique en Amérique, nous avons immigré à Los Angeles. Et j'allais souvent avec ma mère au supermarché parce que je pensais que le supermarché était comme un Disneyland. Il y avait tellement de rayons avec différentes marques de produits. Et je me souviens de ce jour-là. Nous étions à la caisse et le monsieur qui était le caissier a dit à ma mère « Oh, vous avez un accent? Vous venez d'où ?» Elle a répondu « Ukraine ». Il a dit « Oh, vous êtes ukrainienne ». Et elle a dit « Non, je suis juive ». Et je me souviens que j'étais tellement gênée par ma mère, je me disais « Oh maman, il ne parlait pas de ça, c'est ta religion. Pourquoi dis-tu simplement que tu es juive ?» Je me souviens avoir eu un mouvement de recul. Sur le chemin du retour, j'essayais d'expliquer à ma mère « Non, en Amérique ». Et elle a dit « Non, Nayalekt, les Juifs, c'est notre nation, c'est notre ethnie. » C'était ma première conversation. J'avais environ 8 ou 9 ans. Ça m'est vraiment resté. Et c'était comme, d'accord, elle a continué à me raconter l'histoire du peuple juif. Les Juifs soviétiques aimaient vraiment lire un écrivain juif allemand nommé Furtwängler, Léon Furtwängler. Bien sûr, oui. Et elle a commencé à me lire à voix haute des histoires, des romans écrits par lui. Et beaucoup de ces romans sont des fictions historiques. Ils se déroulent dans la Judée antique. Oui, sa trilogie sur Joseph, oui. C'est exact. Et c'est là que j'ai appris que, le peuple juif vient de Judée. Ça, je l'ai appris de ma mère. Je ne l'ai pas appris à l'école. Je ne l'ai pas appris à la synagogue. Je ne l'ai pas appris à l'université. Je l'ai appris de ma mère. Et si je partage cette histoire, c'est parce que les parents ont énormément de poids quand ils parlent à leurs enfants. Ils en ont vraiment, vraiment. Mais cela veut dire qu'ils doivent aussi connaître leur propre histoire.
Et je vais te dire une chose, Jonathan. Dans mon travail avec les élèves, l'une des plus grandes résistances que je rencontre, aussi bien chez les adultes, parce que je fais de l'éducation pour adultes, que chez les lycéens plus jeunes, c'est quand je pose cette question. C'est une question très simple. Je demande d'où viennent les Juifs? Et les Juifs américains disent, la plupart du temps, ils disent de partout. Et en fait, ce sont les non-juifs qui vont répondre, donc les chrétiens vont dire Jérusalem ou Sion en Israël. Ils savent. Les Juifs russes le savent aussi. Les Juifs du Moyen-Orient le savent aussi. Mais les Juifs américains, eux, ils résistent un peu à ça. Donc notre rôle, c'est de rappeler que nous ne sommes pas seulement une religion, nous sommes une ethno-religion. C'est important car l'antisionisme attaque notre origine nationale. C'est pourquoi cela échappe au champ de vision. Cela a échappé aux Juifs américains pour de nombreuses raisons. L'une d'elles est qu'ils se voyaient avant tout comme une minorité religieuse, et ils ne pensaient pas à eux-mêmes comme faisant partie d'une ethnie. Mais je me répète, qu'est-ce que l'antisionisme? C'est une attaque contre notre origine nationale. Pour répondre à votre question, que peuvent faire les parents? Premièrement, ne déléguez pas l'éducation de votre cher enfant à quelque établissement que ce soit. C'est vous qui faites leur éducation. Vous devez être la source de leur éducation. Donc c'est aussi simple que ça, mais cela signifie aussi que vous devez vous éduquer vous-même. Oui, eh bien, le problème, c'est que les Juifs américains, certainement la génération, beaucoup de ceux qui ont grandi après la Seconde Guerre mondiale, et certainement les Juifs contemporains, sont peut-être la génération la plus ignorante du judaïsme de toute l'histoire juive. Donc, vous savez, nous devons éduquer tout le monde, pas seulement les enfants, parce que les parents sont souvent incapables de corriger ces erreurs ou bien ils renforcent, vous savez, les stéréotypes antisémites et antisionistes. Absolument. Dans mon enseignement pour adultes, je rencontre souvent des personnes qui manquent simplement d'informations. Et donc, vous savez, ça nous ramène un peu au début de la conversation. Peut-on corriger cela grâce à l'information? Je pense que bien sûr, face à un public hostile, non. Pour les personnes vraiment intéressées, on s'efforce de leur transmettre la véritable histoire et des connaissances. Oui, eh bien, cela m'amène à ma prochaine question quand vous parlez d'un public hostile. La question est la suivante. Comment devons-nous considérer ces antisionistes juifs qu'ils cherchent à diaboliser Israël et à aider directement ses ennemis, ou qu'ils pensent que valoriser ou même raviver le bundisme est une forme légitime d'identité juive, ou même une voie viable vers la sécurité juive? Vous savez, comment devons-nous faire face à ce défi particulier qui prend clairement de l'ampleur, surtout, vous savez, parce que ce sont ces juifs-là qui obtiennent des tribunes dans les médias traditionnels? Oui, je veux dire, ils sont complètement instrumentalisés par les antisionistes, par les antisémites d'aujourd'hui. Je me demande souvent, est-ce une tactique de survie? Veulent-ils juste une place à la table ou y croient-ils vraiment? Et en fait, je pense vraiment qu'ils y croient sincèrement. Ma mère, vous savez, j'en parle tout le temps, mais elle est vraiment une personne tellement importante dans ma vie. Elle me dit, eh bien, en Union soviétique, ces Juifs étaient des carriéristes, donc ils devaient sacrifier Israël pour faire carrière. Ils n'y croyaient pas vraiment, mais ils l'ont fait pour leur carrière. Et j'ai dit à maman, je crois, ce n'est pas ce qui se passe ici. La grande tragédie en Occident, c'est qu'ils sont tellement ignorants de leur propre histoire qu'ils ont adopté la cause de l'antisionisme et ils pensent qu'ils le font en tant que Juifs. Oui, il ne faut pas généraliser, mais je pense certainement que des gens comme Peter Beinart, c'est un opportuniste. Mais tous ces jeunes dans les universités qui scandent, et même les jeunes juifs qui scandent Palestine libre avec leurs professeurs juifs, eux, ce sont de vrais croyants. Je pense qu'eux aussi sont de vrais croyants. Et c'est, je dirais, la véritable tragédie ici, c'est à cause de leur méconnaissance de leur propre histoire. Ou vraiment, vous savez, récemment, la mère qui m'a appelée et m'a demandé de parler à sa fille, le problème, il y a aussi la pression sociale, c'est-à-dire que toutes ses amies font partie de cela. Et ils pensent qu'Israël est un péché, est né dans le péché, est un État colonial, un État raciste de colons. Et vous savez, quand on est jeune, on veut juste s'intégrer. Mais ce que je veux dire à vos auditeurs et téléspectateurs, c'est que cela ne devrait pas pousser les gens à se dire si les Juifs y participent, cela lui donne une certaine légitimité. Par exemple, la plupart des Juifs en Amérique n'observent pas le Shabbat. La plupart des hommes juifs en Amérique ne portent pas de kippa, n'est-ce pas?
Cependant, vous savez, nous le savons tous. Et il saurait que si vous allez attaquer un homme juif, lui enlever sa kippa, cracher dessus, vous comprendriez cela. C'est un acte d'antisémitisme, malgré le fait que la plupart des juifs en Amérique, la plupart des hommes juifs ne portent pas de kippa. Donc, juste parce que vous en avez quelques-uns, il y en a très peu en réalité, mais ils sont simplement très bruyants. Les juifs antisionistes ne devraient pas être traités différemment de ceux pour qui la Torah n'a pas beaucoup d'importance. Mais profaner la Torah reste un acte d'antisémitisme. D'accord. Mais cela pose aussi la question de savoir jusqu'où s'étend la communauté juive. Je pense que nous avons évoqué brièvement ce que font certaines grandes organisations juives qui échouent sur l'antisémitisme. Beaucoup d'entre elles, instinctivement, ne veulent pas exclure les antisionistes de la communauté juive ou des plateformes communautaires. Pourtant, ma réponse à cela, c'est que si les Juifs ne défendent rien, alors il ne reste rien. Ils ne défendent rien du tout. Je comprends. Mais vous savez quoi? Mon expérience m'a aussi montré que ces grandes organisations juives traditionnelles laissent beaucoup de place aux antisionistes juifs, mais elles n'incluent pas les sionistes forts et assumés. C'est très vrai. C'est très vrai. Toute leur inclusivité et leur tolérance. Par exemple, je parle personnellement de la terre, je dis Judée et Samarie. Rien que ça me met déjà en désaccord avec leur ton. Oh, mon ton n'est pas approprié. Mais une juive antisioniste qui scande « Libérez la Palestine » ou « Mettez fin à l'occupation » est, d'une certaine manière, incluse dans ce grand ensemble. Oui, eh bien, c'est aussi mon expérience. Et bien sûr, cela fait partie de notre guide de style à JNS, mais nous laisserons cela de côté pour une autre discussion. L'antisémitisme existe maintenant sous des formes virulentes aussi bien à droite qu'à gauche. Est-il possible de séparer la lutte de la politique à une époque où tant de responsables politiques flirtent avec cela, ou de basculer vers l'antisionisme alors qu'il semble que la base du Parti démocrate ait été capturée par les antisionistes? Oui, eh bien Ruth Weiss a écrit il y a des années un texte très important dans lequel elle explique que l'antisémitisme est toujours politique. Et je suis d'accord avec elle sur ce point. Je pense que la nature de l'antisémitisme, c'est qu'il est toujours instrumentalisé par des acteurs politiques et devient un moyen de faire du juif un bouc émissaire, d'exclure le juif, de l'expulser et, bien sûr, à la dernière étape, d'anéantir le juif. Ce qui se passe à gauche et à droite, c'est la théorie du fer à cheval. Mais laissons cela de côté un instant. Ce qui s'est passé à gauche, c'est qu'au départ, c'était à la marge, à la périphérie. Je m'en souviens. C'était vers l'année 2010 peut-être. Et personne ne l'a dénoncé. Personne au sein du Parti démocrate. Et ce qui finit par arriver, c'est que la marge devient simplement le noyau. C'est vraiment ce qui se passe malheureusement à droite en ce moment. Nous avons ces voix marginales bruyantes. Et il faut les rappeler à l'ordre. Elles doivent être dénoncées, non pas par la gauche, mais par la droite. Elles doivent être dénoncées par les politiciens de droite, pas seulement par les intellectuels et journalistes, mais aussi par des personnalités comme le président Trump, qui affirment parfois qu'il n'y a pas de place pour l'antisémitisme dans son parti, mais cela ne doit pas reposer seulement sur lui. Non, Marco Rubio fait un excellent travail à ce sujet, mais J.D. Vance, non. Oui, eh bien, il affiche une neutralité publique, vous savez, dans le débat entre Ben Shapiro et Tucker Carlson lors de leur Turning Point. Lors du Turning Point USA de décembre dernier, cela a constitué, selon moi, un moment clé pour la suite. Même ceux d'entre nous qui lui étaient sympathiques et appréciaient beaucoup de choses chez lui devaient le considérer. D'accord. Le fait est que, écoutez, ça ne me surprend pas que l'antisémitisme soit revenu. Ce qui me surprend cependant, Jonathan, c'est que l'antisionisme qui est à gauche a aussi migré vers la droite. Je n'aurais jamais pu prévoir qu'une personne de droite se mettrait soudainement à parler, à utiliser des arguments sur le génocide, l'accusation calomnieuse de génocide. Pour moi, c'est un phénomène très intéressant à étudier et à comprendre. James Lindsay, par exemple, a beaucoup travaillé sur ce sujet. Il parle des récits de griffes et dit que ces récits, avec cette idée de victimisation, ne sont vraiment pas sains. Et je pense que malheureusement, une grande partie de la droite s'est un peu laissée aller à ce récit de victimisation et de grief. Quand on commence à se voir comme une victime, on cherche qui est celui qui nous opprime.
C'est ça. Et les Juifs sont toujours le bouc émissaire tout trouvé. Malheureusement, Enfin, comment inculquer à une nouvelle génération de jeunes Juifs, dont beaucoup dans ce pays sont largement assimilés et, comme je l'ai déjà dit, illettrés sur le plan juif, tout comme leurs parents, l'idée que le sionisme est un élément essentiel de leur identité juive, alors que tant de choses dans leur vie visent à les persuader que toutes les identités sectaires, sauf peut-être celles liées aux personnes de couleur, sont intrinsèquement racistes? Comment pouvons-nous surmonter cela? Apparemment, cela existe à gauche politiquement, mais maintenant, nous le voyons aussi à droite. Cette allergie à comprendre qu'Israël, la terre d'Israël, fait partie intégrante de l'identité juive. excellente question. En fait, je viens justement d'écrire tout un article à ce sujet pour le Jewish Journal. J'ai écrit à ce sujet pour JNS il y a quelques années. J'enseigne à ce sujet. L'un des grands problèmes de l'éducation juive est que nous voyons le sionisme comme un mouvement politique, alors que vous venez d'affirmer qu'il est essentiel à l'identité juive. Je demande souvent à mes élèves, pouvez-vous définir le sionisme? Et la plupart du temps, voici la réponse. Le sionisme, c'est croire que le peuple juif a droit à la terre d'Israël. Vous pensez sûrement, ce n'est pas si mal. Ma question aux élèves reste, pourquoi Israël existe? Alors pourquoi faut-il aller répéter partout qu'on croit en cette idée? Vous n'allez pas dire partout, je crois que Naya existe, elle existe, non? Israël existe déjà? Donc, notre rôle dans l'éducation juive, à la fois en tant que parents et dans les écoles, est de cesser de traiter le sionisme uniquement comme un mouvement politique et de le voir comme une expression de l'identité juive. C'est ainsi que j'ai compris le sionisme grâce à mes parents. C'est ainsi que beaucoup de juifs russophones comprennent le sionisme, comme une expression de l'identité du peuple juif. Comment cela? Ceci vient du Rav Soloveitchik. Sa conception de l'identité juive prend la forme d'un triangle. 3 points, le peuple d'Israël, la terre d'Israël, la Torah d'Israël. Et le sionisme englobe vraiment les trois en un. Donc, notre rôle vraiment, c'est de cesser de considérer le sionisme comme un mouvement politique et d'apprendre à nos enfants qu'ils sont un peuple, qu'ils viennent de la terre d'Israël. Vous savez, au fond, c'est quelque chose de simple. Vous vous demandez, qu'est-ce qui est si difficile là-dedans? Mais ça l'est, parce que beaucoup de Juifs veulent vraiment s'intégrer. C'est un peu comme si nous voulions nous assimiler et ne pas nous démarquer comme étant différents. Nous voulons être américains. Mes étudiants demandent souvent, si nous sommes Juifs, ne pouvons-nous pas être américains? Bien sûr que si, mais connaissez votre histoire. Vous êtes un peuple, pas seulement une religion. Vous venez d'un peuple ancien, d'une civilisation de la terre d'Israël. Notre ethnogenèse est liée à la terre d'Israël. Le sionisme est une expression de notre identité juive. Cela doit être enseigné dans nos écoles. C'est un excellent point pour conclure. Merci beaucoup, Naya, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comment notre public peut-il suivre votre travail? Merci. Oui, vous pouvez me suivre sur X ou Twitter sous le nom de Naya ainsi que sur Instagram. J'anime aussi ma propre émission Don't Know Much About. Je viens de recevoir le Dr Judea Pearl, l'épisode sera bientôt en ligne. Et ma prochaine émission sera avec Ben Cohen de la FDD. Nous discuterons de la prise de contrôle antisioniste des Nations Unies. Très bien. Merci Ben, chroniqueur pour JNS. Je conseille à tout le monde d'essayer le podcast de Naya. Nous voulons également remercier notre public. N'oubliez pas d'écouter chaque jour l'édition quotidienne de Jonathan Tobin, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS. Merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Écrivez-nous à thinkwithjns.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. N'oubliez pas, continuez à lire et à réfléchir par vous-même, et nous vous retrouverons la semaine prochaine.